Alors merci d'être là. Donc, comme le disait Frédéric, c'est mon point de vue, je donne, ça n'engage que moi. Et j'estime qu'en tant que membre du Conseil national, j'ai un message à faire passer. Donc, nous ne sommes pas des vendeurs. On sait conseiller, mais on ne sait pas vendre. Et c'est toute la problématique. Vendre une mission, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce qu'on doit vendre de l'intangible. Comment expliquer à un client ce qu'on fait? Ben moi, je n'y arrive pas toujours. Alors, le marketing, je ne vais pas vous lire la définition, je vous la laisse la lire. Mais il faut quand même savoir ce que c'est. Il faut quand même essayer d'abord se définir un objectif et essayer de l'atteindre et mettre ensemble les moyens qu'il faut pour l'atteindre. Alors de ça, moi j'en ai tiré plusieurs conclusions. D'abord, il faut se remettre en question. Il ne faut pas hésiter de faire son autocritique et se dire où est-ce que je foire, où je ne suis pas bon. Bon, j'avais un point noir moi, dans mon bureau, c'était le suivi. Je dis voilà, suivi, ça fait partie du marketing, c'est la présentation. On était très mauvais en suivi. Alors suivi, c'est quoi? Le client nous envoyait une réclamation, on y répondait dans les délais, avec toutes les annexes, mais on oubliait quoi? De prévenir le client qu'on avait répondu. Donc le client, il nous téléphonait un mois après, vous avez répondu? Bien sûr, quelle question? Ça se répétait tout le temps. Et donc on s'est dit, là, il y a vraiment un problème. On oublie. Pourtant, c'est un mail, c'est 30 secondes, hein, ça ne prend pas plus de votre temps. Mais les clients sont partis, pas contents, parce qu'on a fait une frustration. Et donc on s'est remis en question, qu'est-ce qui foire? On a trouvé la solution. On a soigné l'emballage aussi, parce qu'on s'est rendu compte que c'est toujours plus sympathique d'avoir une belle petite farte que jeter les documents comme ça à la tête du client. On s'est rendu compte aussi qu'on n'a pas toujours l'occasion, on n'a pas deux fois l'occasion, tiens, j'ai oublié une fois, l'occasion de faire une bonne impression. Et pour ça, je reviens toujours avec une anecdote d'un ami qui était comptable, mais qui a quitté la profession pour le bien de celle-ci, qui discutait avec un de ses clients qui avait un gros portefeuille relationnel et lui disait « Mais tu m'apportes jamais de clients ?» C'est normal, j'étais tellement occupé que j'ose pas t'en apporter. Je dis « Mais pourquoi? Je n'ai pas l'air occupé. » Mais son bureau donnait un tel désordre, avec des documents partout, que le client percevait qu'il était débordé donc il n'avait pas le temps. Non, il était bordélique, c'est autre chose. Donc moi j'ai pris l'anecdote, j'ai dit maintenant c'est fini, je ne reçois plus les gens dans mon bureau, je reçois dans la salle de réunion où c'est toujours rangé. Donc l'impression qu'on a toujours le temps. Mais ce sont des détails, hein. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain en disant tiens, je vais faire ça. Donc il faut éviter aussi que transformer, comme moi j'ai parfois l'habitude, la salle de réunion en bureau. Déontologie, oui, c'est notre colonne vertébrale, mais j'estime que la déontologie et les bonnes pratiques commerciales ne sont pas des choses antinomiques. Je ne dis pas qu'il faut faire une carte de fidélité pour les contrôles fiscaux, le 13e gratuit, c'est pas ça que je veux dire. Ou contre ce bon, vous avez votre déclaration TVA, c'est pas ça que je veux dire non plus. Mais je pense qu'on peut être commercial, faire des choses, assister le client, faire un geste, c'est pas antinomique avec notre travail. Je n'ai pas dit qu'il faut faire les choses gratuitement. Nuance, hein. Et aussi, toujours, je reviens dans le marketing, la communication. Si on communique mal, et ça je l'ai payé et je l'ai vu, sans communication, le client perçoit mal nos prestations et nos honoraires. Si on envoie une facture de 500 €, je sais pas moi, pour une lettre, c'est cher la lettre. Bon, les avocats le font, il n'y a personne qui râle. Nous, on fait la même chose, ils râlent. Donc il faut bien lui expliquer pourquoi. Moi, quand j'ai les grosses factures, ça arrive, parce qu'il y a beaucoup de prestations, je prends mon téléphone, je dis voilà, vous avez recevoir une facture de 4 000 €. Mais bon, on a bossé. Et je mets les prestations en annexe. Et généralement, bon, je n'ai pas dit qu'ils sautent de joie, hein, mais ça désamorce la bombe. Donc le problème, c'est qu'on n'informe pas nos clients. On les informe toujours un peu trop tard. Ou quand la presse en a parlé, on est un peu comme les carabiniers d'Offenbach. On arrive, oui, c'est vrai, c'est paru dans la presse. Je pense que notre rôle, généralement les instituts ou Kluwer ou d'autres, anticipe l'information, donc on doit aussi anticiper vis-à-vis de nos clients. Et c'est comme ça qu'on se démarquera, en disant, voilà, tiens, mon comptable, il m'a annoncé avant les autres qu'il y avait ça qui allait arriver. Le prix, c'est la partie la plus difficile, j'estime, dans le métier. Donc les honoraires doivent être équitables et précisément définis. Et je remarque, l'habitude, si on dit au client, c'est 200 €, quand j'ai commencé, je faisais tout au forfait parce que c'est bien facile. Il faut savoir aussi que le client, plus maintenant, parce qu'on a quand même une crise qui est passée, il veut savoir ce qu'il achète. Qu'est-ce qu'on lui vend comme service, comme prestation? Et je vois aussi que le prix n'est pas seulement une fonction de sa valeur absolue. Si je fais une prestation en 4 000 €, ça peut paraître cher, mais si je lui explique ce qu'il va en retirer et ce qu'on a fait pour ça, il sera prêt à le payer. Si je peux expliquer quand je fais une prestation à 4 000 €, grâce à ça, il va avoir ses subsides de la région wallonne, il va être content. Donc, qu'est-ce que nous avons comme prix? Alors, le prix ajusté, ça on a tous pratiqué, je pense.
C'est un peu la cotation empirique. Donc il faut réactualiser souvent. Et donc c'est généralement, qu'est-ce qui se passe quand on fait ce genre de prix? Il y en a qu'on surfacture, ça je le dis, et il y en a qu'on sous-facture. Et donc, ça crée, je trouve, des situations malsaines, parce qu'il y a des clients qui, pour la même gamme d'activités, vont payer très cher et d'autres pas cher. Ensuite, un prix d'appel. On pourrait faire un prix d'appel, hein, ça se voit en France de plus en plus, pour 50 € par mois, on fait votre comptabilité. Comme le font les opérateurs téléphoniques. Mais moi, je trouve que ce n'est pas sain de dire on va faire un prix d'appel, on va faire 50 € les 6 premiers mois. Oui, mais après les 6 premiers mois, il va se passer quoi? Le prix tout compris, on revient un peu, c'est un peu le mix de ce qui était expliqué maintenant. C'est le forfait, qui est, pour avoir un bon forfait, il faut avoir beaucoup de clients, j'estime. Donc, avec le forfait, le problème, c'est qu'on s'est retrouvé avec un prix tout compris, mais on a eu tellement de nouvelles matières qu'on ne peut plus les inclure dans le forfait. Je peux difficilement inclure toutes les prestations. Si je vais dire à un client, voilà, je vous fais un forfait tout compris, contrôle compris, ça va être quoi? 2 000 € par mois? Il ne sera jamais d'accord de payer. En sachant peut-être que pendant 10 ans, il n'aura jamais de contrôle. Ah, j'aurais bien gagné ma vie. Mais lui, je pense qu'il va m'en vouloir. Pour moi, le prix juste, c'est la tarification horaire. Et je reste persuadé que c'est la meilleure, parce que ça permet de bien définir ce qu'on fait. Bon, je ne dis pas qu'on n'a jamais exagéré sur les heures. Hein. Quand c'est 1h45, on est quand même tenté de mettre 2 heures. Le choix est vite fait. Mais ça reste le plus équitable pour moi. Parce que ça, moi, quand je défends le tarif horaire vis-à-vis de mes clients, c'est simple. Pas de travail, pas de facture. Le forfait ou une autre méthode, si pendant 3 mois, j'ai rien à faire, je gagne bien ma vie. Et si après, il y a 10 factures encodées, j'ai encore très bien gagné ma vie. D'accord? C'est un risque financier, il comprend, hein, parce que ça peut très bien, et pendant 3 mois, on ne facture rien. Donc, et ça permet aussi de différencier les prix en fonction de la tâche. L'encodage, ce n'est pas facturé au même prix que les prestations fiscales. On arrive à restituer beaucoup plus vite. Et d'accord, la technologie est là pour nous rendre service, mais elle va nous faire perdre de revenus, mais on pourra peut-être aussi justifier que le temps gagné, on peut faire des missions en plus haute valeur ajoutée. Et là, le client, il est prêt à payer. Le client est demandeur, hein. Bon, le problème, c'est qu'on ne lui demande pas. Parce qu'on est toujours en retard, on a toujours 250 déclarations TVA à faire. Les technologies vont nous aider à faire des nouvelles missions, mais il faut se préparer maintenant et essayer de grappiller un peu de temps pour les préparer. C'est ça que j'essaye de vous faire passer comme message. Alors, le devis. Moi, je n'ai pas de problème à faire un devis. Il est tout content, c'est clair, c'est net, et c'est une estimation. C'est jamais un devis. C'est comme quand on fait un devis avec un maçon. Hein. Il dit, voilà, moi j'estime que faire le mur, ça va coûter hors supplément. Je n'ai pas de problème à faire un devis, parce que ça clarifie la chose, et ça lui donne une idée de combien il va payer. Parce que le problème de l'heure, il dit, voilà, je travaille à l'heure, oui, mais ça va me coûter combien sur l'année? Mais sur base des données qu'il va me donner sur le nombre de documents, sur notre habitude de savoir que généralement une clôture dans ce genre d'entreprise, ça prend une demi-journée ou une journée. Donc on fait une estimation sur base de notre connaissance aussi. Hein. On n'est pas non plus les derniers. Et donc moi, je n'ai pas de problème à faire. Et je le fais d'ailleurs, je fais un devis. Voilà, j'estime que ça va vous coûter autant. C'est une estimation. Hein. Comme ça, il a une fourchette, il est rassuré, il peut dormir tranquille. C'est formalisé et c'est toujours annexé à la lettre de mission. Et généralement, où le devis génère la lettre de mission, avec un tarif bien défini en fonction des prestations. On fait une offre structurée où on détaille tout le type de missions. On va faire des missions comptables, fiscales, sociales. C'est très peu en Belgique. Il faut savoir qu'en France, c'est une grosse partie des revenus des cabinets d'expertise. Quand vous parlez de secrétariat social en France, ils vous regardent, oui, peut-être. Ça n'existe quasi pas. Et donc, il faut bien définir l'ensemble des missions qu'on va faire, déterminer un prix. Bon, j'ai pas de problème non plus à demander des frais de dossier. Hein. Je vois pas pourquoi, quand vous allez chez Securex ou Partina et vous demandez des frais de dossier, pourquoi moi je pourrais pas faire des frais de dossier? Qu'est-ce qui me différencie de... J'ai aussi une manutention à faire quand le client il arrive. Hein. Mettre la fiche à jour dans Clear Office, par exemple. Une demi-heure de prestation. Revenons aux missions les plus rentables qu'il faut développer. 2 choses, elles sont un peu mises dans le désordre, c'est l'entretien de clôture et les tableaux de bord et les prévisions mensuelles. Dans l'entretien de clôture, moi je pense que c'est le meilleur moment, et on ne le fait pas, parce que de nouveau on est pris dans la tourmente, où on va écouter le client sur son année, ses projets, et on va expliquer ses chiffres. On ne leur explique pas les chiffres aux clients, sauf les rares qui s'intéressent, parce que la priorité de nos clients, vous savez, c'est je ne veux pas payer d'impôts. Mais je pense que si on prend le temps d'expliquer aux clients par des chiffres simples, par des schémas simples,
Et on lui montrera, comme monsieur qui va chez ses clients, l'intérêt qu'on porte à lui. Et si on prouve qu'on s'intéresse, ben, il se sentira plus délaissé. Et donc, aussi, je remarque aussi, et ça c'est un défaut que nous avons, quand on explique quelque chose à un client, on parle tous avec des termes techniques. Quand j'ai un client, vous avez une DNA de 25%, quoi? Une DNA? Enfin, c'est simple. Dépenses non admises. Mais c'est quoi? Donc, ils ne comprennent pas, ils n'ont rien compris. On revient à des statistiques. 30% des clients, je trouve ça fort peu, estiment qu'on leur n'explique pas ce qu'on fait et que nos explications ne sont pas assez claires. Expliquer une réclamation en matière fiscale à un client, ben, ce n'est pas toujours facile. Surtout de lui expliquer pourquoi on a perdu. C'est encore plus difficile. On est toujours débordé, hein, ça c'est vrai. Hein. Et que si on n'en demande rien, on ne fait rien. Et que généralement, on va servir celui qui gueule le plus fort, parce que c'est celui qui va nous... On veut en être débarrassé, donc on va le servir. Mais ce n'est pas toujours celui qui est le plus rentable. Hein. Et donc, je remarque aussi que les clients viennent au bureau, ils apportent leur document TVA, ils disent « Ah, je vois que vous êtes occupé, je vous enverrai un mail. Ben, » Peut-être c'est demander « Non, non, je veux prendre 5 minutes. » On ne fournit pas assez d'informations. Et on ne passe pas de temps à expliquer au client ce qu'il a fait de son année. On lui jette son bilan à la figure en disant « Voilà, signez là, et voici le virement BNB et bonnes vacances. » Mais bon, entre tout et rien, il y a un vide à combler. Et comme je vous l'ai dit, le client est demandeur. Mais quand on a parlé des tableaux de bord, ils étaient tous demandeurs. Ah, ça c'est bien. Parce que c'est beau, c'est coloré, ça prend une page à 4. Ils ne demandent pas plus. Je sais pas, on en reviendra quand le tableau de bord. Ils ne demandent pas un truc de 20 pages. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ça synthétise les choses très facilement. Et j'ai fait un test avec une cliente qui était comptabilité. Et elle m'a dit, c'est la première fois que je comprends mes chiffres. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont une approche tout à fait opposée à une technique comptable dure et ingrate. Ben, quand ça marche bien, c'est un petit bonhomme qui sourit. Quand ça marche pas, c'est un petit bonhomme qui pleure. Mais tout le monde comprend. Et quand ses coûts ont diminué, ben, c'est une coupe, comme une coupe de championnat. Donc ça, il comprend que ça marche, c'est que c'est bon. Nous, on fait la même chose avec des chiffres, des variations négatives, elle ne va rien comprendre. Mais un petit bonhomme qui pleure, un petit bonhomme qui sourit, ben, c'est bon signe. Et ça, elle me dit, c'est la première fois que je comprends mes chiffres. Donc c'est dire que nous expliquons mal. Et que heureusement qu'il y a des sociétés qui font ce genre de choses pour nous simplifier la vie. Et en donnant ça, le client, il comprend ses chiffres et il sait vers où il va. Et ça nous permet d'expliquer aussi facilement. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que d'abord que les clients ne sont pas comptables. Et qu'est-ce qu'il veut, le client? Ben, il veut des chiffres fiables. Vite. Il préfère des chiffres fiables vite que des précis mais lentement. Je m'explique. Le bilan, quand on clôture au 30 juin, il est précis, nickel, on peut manger dedans. C'est magnifique, c'est beau. Mais c'est 6 mois trop tard. Et ce qu'il veut, c'est un compte de résultat, c'est un indicateur. Généralement, ils connaissent bien leur business. Mais si on arrive à confronter les chiffres avec leurs notions, vos clients lui disent « Ouais, ça n'a pas été ce mois-ci, on va le voir dans les chiffres, mais on va leur donner un indicateur et peut-être lui dire ben, « Voilà, il faut peut-être jouer sur tel ou tel levier. » 58% des chefs d'entreprise, ils désirent tous un tableau de bord, ça c'est vrai. Et seulement un entrepreneur sur 3, donc c'est quand même pas beaucoup, utilise sa comptabilité comme un outil de gestion. Moi, dans ma clientèle, j'ai très très peu de clients qui utilisent leur comptabilité comme un outil de gestion. C'est juste une obligation. Si demain, l'État dit c'est fini les taxes, vous payez 10% sur votre chiffre d'affaires, ben, notre métier disparaît, hein, c'est fini. Plus de comptabilité, ils déclareront un chiffre d'affaires plus ou moins bancal et la vie sera belle. On ne sensibilise pas assez les entrepreneurs quant à ce qu'on pourrait tirer de la comptabilité. Comme je disais, c'est vraiment une obligation administrative pour eux. Il n'y aurait pas de TVA, il n'y aurait pas d'impôt, mais il n'y aurait pas de comptabilité. Et Luca Pacioli, il serait sur Wikipédia, point à la ligne. 79% des clients n'ont jamais entendu parler de tableau de bord et de reporting. Ils ne savent pas ce que c'est. Moi, les seuls reporting que je fais, c'est pour les clients qui ont des subsides, les ASBL qui ont des subsides qui doivent justifier auprès de leurs membres. Ça, des tableaux de bord, on en fait, mais à longueur de journée. Mais pour les entreprises, pour la PME, c'est plus rare. Parce que je dis, bon, quand je reviens à ce que j'ai dit précédemment, la comptabilité, c'est une obligation, il faut bien passer par là. J'ai jamais vu un client qui dit, youpi, je vais chez mon comptable. Hein. Ça, jamais. Hein. Donc, 8% des entreprises disposent d'un tableau de bord, et donc ça veut dire qu'à peu près 90% des entreprises naviguent à vue. Même si le client, il connaît sa sensibilité de son activité, il navigue vachement à vue. Il sait plus ou moins sa marge, il va connaître sa marge, mais il ne va pas connaître tout le reste, il va ignorer tout le reste. Donc pourquoi ça ne marche pas? Parce que, comme je le disais, et c'est un poncif, c'est qu'on est toujours trop tard, les temps de mise en œuvre sont assez lourds, qu'on estime que le traitement mensuel, ça nécessite une organisation, et là, je dis c'est faux,
et que finalement, on va essayer de vendre ça trop cher, alors qu'on peut réduire le prix. Alors, les traitements mensuels, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'oblige mes clients d'apporter tous les mois les documents. Je n'ai pas envie, c'est une obligation dans ma lettre de mission, pour le 5 du mois. Ils doivent m'apporter leurs documents, point à la ligne. Je reviens, donc pour donner un accompagnement facile et faire des bons tableaux de bord, il faut des indicateurs simples. Ça ne sert à rien de partir dans des délires comptables. Une synthèse mensuelle sans termes comptables, qui leur permettra de donner, ça donne une pertinence à l'information et ça lui permettra de voir où il va. Et je pense que maintenant encore plus, avec la nouvelle loi sur la continuité des entreprises, où nous avons l'obligation de prévenir nos clients, c'est une opportunité en or de dire, voilà, moi je vais vous faire un tableau de bord mensuel, ça va coûter un peu de sous, mais vous serez au courant de l'activité. La face cachée de ça, c'est que le jour où il se plante, on pourra dire au juge, monsieur le juge, moi je l'ai prévenu tous les mois, il avait un tableau de bord. J'ai rempli donc ma mission, que de se retrouver à côté de lui, devant le juge, en disant, mais je ne l'ai jamais prévenu. Donc c'est une opportunité. D'accord, c'est une contrainte légale qu'on nous impose, mais profitons-en. Et peut-être essayons de le vendre comme ça. Alors ça, c'est ce qui sort de chez Kluwer, version light. D'accord, il y a des données chiffrées, mais il y a des données en rouge ou en vert. Et donc le client, il sait très bien que rouge et vert, c'est les feux de signalisation. Vert, c'est bon, rouge, c'est pas bon. Et je ne lui ai pas donné d'indication compliquée, hein. Seulement en jouant sur la couleur. Donc il sait que vert, c'est bien, je suis content. J'ai moins d'amortissement. Rouge, par contre, j'ai moins de chiffre d'affaires. Ça, c'est pas bon. Donc le client, il a une évolution par rapport à un budget qui est généralement l'année de -1, mais on lui donne une information. C'est une page à 4, hein, c'est pas plus. Hein. Parce que vous pouvez faire des rapports de 50 pages, mais il ne va pas le lire. Ce qu'il veut, c'est simple et compréhensif. Donc le cabinet, on va essayer, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a déterminé le prix, qu'on a fait du marketing, qu'on a soigné notre offre, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire dans notre cabinet, parce que c'est bien de soigner vis-à-vis du client, mais il faut voir il faut un peu balayer devant notre porte aussi, tu l'as justement dit. D'abord, moi, le conseil que je fais, et je ne l'ai pas fait tout de suite, et je le regrette, quand j'ai commencé, parce que je faisais tout au forfait, donc c'est facile, c'est l'utilisation d'un logiciel de gestion de cabinet, parce qu'à l'époque, ça coûtait très cher, et ça a l'impression que ce n'est pas utile, c'est pour les gros cabinets. Ben non, je ne pense pas. Parce que d'une part, moi, quand j'ai commencé à l'utiliser d'abord, avant de passer sur la solution de Kluwer, ça m'a permis d'abord de renforcer mon professionnalisme, parce que quand un client, je dois lui envoyer le mail, qu'est-ce que je faisais? J'allais voir dans Outlook, chercher son dernier mail pour avoir son adresse. Tandis que quand, dans un signalétique, tout est bien rempli, je gagne du temps. Je ne dois pas chercher son numéro de téléphone, je sais que je vais cliquer sur sa fiche et je vais trouver les infos. Ça permet aussi de répartir les tâches. Donc, on peut définir par client les tâches. Et donc, j'ai mon planning. Et donc, dans mon équipe, on sait voir qu'à telle date, on aura 600, j'exagère, 600 déclarations IPP à faire. Donc, on peut déjà les planifier et voir ce qu'on va faire. Ça permet aussi, et ça, c'est le patron qui parle, de contrôler les heures. Parce que votre personnel, bien sûr, vous lui faites toujours confiance. Moi, j'ai pu contrôler mes heures, voir ma rentabilité, en disant, voilà, par exemple, et ça c'est quelque chose qui est bien dans Kluwer, c'est que chaque employé a une ligne du temps de 38 heures semaine, et moi, patron, je peux voir leur ligne du temps. Donc si à un moment, je dis, mais il n'y a que 4 heures, tu as travaillé que 4 heures hier. Ah non, j'ai oublié des prestations. Et ça me permet aussi de voir l'augmentation de la rentabilité de mes dossiers. Quand j'étais au forfait et j'ai encodé mes heures, même si ce soit au forfait, en fin d'année, c'est là aussi où j'ai commencé à pleurer, en disant, voilà, si j'avais facturé à l'heure, j'aurais gagné 5 000 € et j'en ai facturé 2 000. Mais par contre, ça m'a permis, l'année suivante, de sortir la rentabilité et de dire, voilà, ça, on a fait tout ça pour vous, ça m'a coûté 5 000 €, vous m'en avez facturé 2 000, maintenant il faut qu'on discute. Il amène tout dans sa farte, j'ai fait des procédures. Alors quand on parlait de procédures à l'époque, je dis, des procédures, mais c'est pour les mystères. Non, pas du tout. Finalement, je pense qu'il faut faire des procédures, aussi bien internes qu'externes. Pour chaque type de document, il y a une routine. Et moi, tous les clients ont reçu cette routine. Alors, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, les bons, vous ne me les accrochez pas aux factures, parce que comme on scanne tout, j'ai une perte de temps. Les tickets, c'est sur une feuille A4. Point à la ligne. Vous faites une note de frais, on a un logiciel pour ça. C'est fini. Moi, je ne suis pas là pour faire vos notes de frais, pour encoder votre feuille Excel. Vous suivez notre procédure. Il y a des récalcitrants, je sais très bien, mais les récalcitrants, ce qui marche très bien, c'est l'augmentation de la facture. Ce qu'on a fait aussi dans les procédures, c'est qu'on a fait un récapitulatif IPP. Je sais que nous avons les mêmes données qui sont récurrentes, mais parfois le client, ça m'arrive, oublie de nous dire que sa femme a accouché, que sa femme est partie, qu'un de ses enfants, je ne sais pas, a décidé
de travailler ou n'importe quoi. Donc chaque année, au début mai, généralement, on envoie toujours le même document depuis des années. D'accord, c'est contraignant. D'accord, c'est une logistique qu'il faut mettre en marche. Mais on n'a pas le choix. Il faut mettre nos clients au pas. On a toujours été un peu trop tolérants parce que c'est nos clients. On a peur de les perdre. C'est de l'argent en moins. J'en passe, c'est des meilleurs. Mais donc, il faut un peu leur forcer la main. Quand vous avez des logiciels de gestion de cabinet, à ce moment-là, apparaissent des tableaux Excel redondants. Et moi, je fais la chasse à ça sur le serveur, parce qu'évidemment, on a un serveur, et donc j'essaye de regarder ce que je trouve comme tableau Excel. Et quand je trouve tableau Excel listing TVA, moi, je me dis, attends, pourquoi j'ai dépensé une fortune dans un logiciel qui me sort une planification et que je vois qu'un de mes employés a fait un tableau Excel avec la même chose. Donc non seulement il a perdu du temps à faire ça, parce que je ne lui ai pas demandé, et ça ne sert à rien. Et donc, le temps perdu, moi, je l'explique à mon personnel, quand vous perdez du temps, je perds de l'argent. Et si je perds de l'argent, peut-être qu'un jour, je ne serai plus vous payer. Ça motive. Aussi, optimaliser le traitement des documents. Bon, c'est vrai que les solutions qu'on trouve Clio Office, on fait une fois le document, il est envoyé une fois, la lettre de mission, elle est générée une fois pour toutes. C'est un document standard. D'accord, j'ai remarqué aussi, et ça c'est la faute que j'avais fait dès le départ, que au moins je prenais de temps pour faire quelque chose, au plus j'en perdais. Alors je m'explique. Prenons les logiciels de scanning Clio Invoice, dont je suis bêta-testeur. Je me suis rendu compte que je n'ai jamais pris le temps de compléter les signalétiques clients au fournisseur. Or, le logiciel, quand il fait de la reconnaissance, il se base sur le signalétique. Qu'est-ce qui se passe? Je râle comme un damné quand j'envoie ce logiciel. C'est un logiciel qui ne marche pas, ça foire tout le temps. Non, parce que je ne me suis jamais donné la peine, quand j'ai créé le fournisseur, de remplir son signalétique. Qu'est-ce qu'on fait généralement? On prend le nom du fournisseur, on met vite Proximus, téléphone 21, hop, basta. Mais non, si j'avais peut-être pris 2 minutes en plus pour mettre son numéro de compte et son numéro de TVA, j'aurais pas pesté comme un diable quand on a implémenté KISS. Parce que tout le temps qu'on croit gagner, on le perd à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi quand on a des clients qui ne sont pas rentables? Je pense qu'il faut essayer de transférer le travail chez eux. Bon, d'accord, pas tout, hein, j'ai pas dit pas tout. Mais qu'est-ce qui nous empêche de dire, moi je l'ai fait, parce que bien sûr, Clio n'a pas encore sorti la solution, dire vous allez encoder vos factures sur un logiciel, et moi je vais récupérer les factures via un XML. Aussi, utiliser les codas. La dématérialisation, il faut savoir que les secrétariats sociaux, et ça c'est le projet IFFSOC, on va recevoir d'ici peu, Codabox se propose déjà, toutes les écritures comptables sous forme d'un fichier XML. Donc on ne devra plus encoder les écritures, on ne devra plus attendre que le client daigne bien nous donner le PDF ou la facture. Non, on va les recevoir tous les mois. Donc, d'accord, ça va aller très vite, on peut faire des belles situations, mais je reviens à ce que j'ai dit, on va perdre des revenus. Bon, l'extranet client, ça c'est aussi quelque chose que j'ai mis au point. Ce pas des solutions qui coûtent cher. Vous pouvez faire des extranets clients, ça ne coûte pas une fortune. Mais faites-le. Pourquoi? C'est très simple. Combien de fois un client vous demande une copie de bilan? 5, 6 fois. Donc 5, 6 fois, vous allez lui envoyer un mail. Moi, je dis c'est fini. J'ai demandé à mon informaticien, fais-moi un bel extranet, quelque chose de simple, facile, où je peux gérer les accès de façon facile. Et j'ai dit, le bilan, il est sur l'extranet. Ta déclaration de TVA, elle est sur l'extranet. Je ne vais pas passer mon temps à renvoyer le mail. Tu vas le chercher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça réduit le stress. Hein. On va expérimenter maintenant, c'est une grande première ce trimestre-ci. Avant, tous les mois, on envoyait voici, veuillez trouver ci-joint votre déclaration TVA avec le solde à payer et une copie de la déclaration. Mais c'est fini, maintenant on ne fait plus. On va dire toutes les informations de TVA se trouvent sur l'intranet. Point. Et à eux d'aller le chercher.